Bonjour Ariane Billeran, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Billeran, c'est de l'occitan, donc je le prononce correctement, n'est-ce pas? Vous êtes normalienne, Bon. psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, conférencière et auteure de plusieurs ouvrages, une quarantaine dont certains ont été traduits en plusieurs langues, si je ne m'abuse. Je suis ravie de vous accueillir et de parler avec vous d'un sujet très grave et sérieux que vous traitez depuis des années, qui est le totalitarisme. Et donc, évidemment, nous avons ici ce bel ouvrage que l'on ne voit pas, mais que je vais mettre à l'écran, euh, qui s'appelle Psychopathologie du totalitarisme, que moi j'ai envie de renommer la Bible du totalitarisme, parce qu'une fois que vous avez terminé la lecture, vous avez l'impression de tout connaître sur ce concept ô combien angoissant, mais il y a toujours de l'espoir, n'est-ce pas, Ariane? Oui, Oui, absolument. Voilà, alors j'ai des milliers de questions à vous poser. Pour commencer, la question un peu tarte à la crème, mais je pense qu'elle est nécessaire pour commencer en douceur. Quelles sont les différences, pour vraiment mettre ça vraiment à plat tout de suite, entre une dictature, une tyrannie et un totalitarisme, que ce soit clair dès le départ? alors, bon, je le détaille très amplement dans mon livre, hein, donc je renvoie évidemment les auditeurs à aller voir. Donc, je vais simplement donner des grandes lignes. Oui, On va dire que, en tout cas, mes définitions partent de la philosophie politique. Il faut toujours partir d'un endroit, donc, et qui, à mon avis, est le plus intéressant pour ce qui nous occupe, c'est-à-dire la philosophie qui s'intéresse aux conditions du pouvoir. Donc, le totalitarisme, c'est l'ambition de la domination totale sur les individus, sur leur vie publique, évidemment la confiscation de leur liberté, leur vie privée, c'est-à-dire familiale, les amis, les loisirs, etc., et leur vie intime, c'est-à-dire leurs propres états d'âme, leurs émotions, ce qu'ils peuvent ressentir à l'intérieur d'eux. Donc, il s'agit d'une ambition de domination totale. Là, je reprends simplement les termes d'Hannah Arendt. Et cette ambition, euh, elle est euh, à la fois planétaire, c'est-à-dire sans limite spatiale, et temporelle, sans limite de temps. Donc, c'est vraiment, c'est plus qu'un régime, c'est un système politique dans lequel plus personne n'a non seulement de droit, ne peut en réclamer, et en même temps, les individus n'ont plus de valeur. C'est-à-dire, ils n'ont même plus une valeur, entre guillemets, marchande, comme ça serait le cas dans un système esclavagiste pervers. Donc, c'est vraiment le pire des systèmes politiques que nous puissions subir. Et il prend différents visages, différents décors. Et c'est là que, généralement, il y a beaucoup de critiques qui sont faites à Hannah Arendt ou à d'autres très rares auteurs dont je fais partie, qui estiment qu'il y a l'essence d'un concept, une architecture qu'on va retrouver dans tous les systèmes de type totalitaire, quel que soit le décor, c'est-à-dire le maoïsme, le bolchevisme, le nazisme, derrière, philosophiquement et psychologiquement, j'ai envie de rajouter, puisque là c'est mon apport, c'est la même structure, c'est le même fonctionnement. Donc, ça fait fi évidemment d'événements ou de détails. C'est Fernand Braudel, hein, l'historien, qui parlait effectivement de l'histoire comme il y avait des vagues de fond hein, qui sont difficiles évidemment euh, à, à identifier et des micro-vagues qui sont des événements. Et l'histoire, souvent, elle est événementielle. C'est passé ceci à telle date, à tel jour, à tel moment. Et on s'arrête sur les événements. Ce qui m'intéresse dans cette approche du totalitarisme qu'a eu Hannah Arendt, c'est d'aller chercher la vague de fond, c'est-à-dire ce qui euh, structure, orchestre euh, de façon principielle ce type de système. Ça, c'est pour le totalitarisme. La dictature, comme je l'explique dans mon livre, est un terme très mal employé aujourd'hui, qui en philosophie politique renvoie à la dictature romaine, qui effectivement a des points communs, hein, parce que la tyrannie et la dictature et le totalitarisme ont des points communs, notamment le pouvoir à l'arbitraire, la suppression des libertés, etc. Mais il y a des grandes différences.
Dans la dictature, c'est un pouvoir exceptionnel. Une- les pleins pouvoirs sont donnés à un moment donné à un groupe d'individus ou à un individu pour faire face à une situation exceptionnelle. Donc la dictature, par définition, elle est limitée dans le temps. Et dans la Rome antique, elle était limitée à 6 mois. C'est-à-dire qu'après, on devait rendre, puisque l'exception confirme la règle, et donc l'exception, la confiscation des pouvoirs, des pleins pouvoirs pendant un temps exceptionnel, doit rester exceptionnelle. Donc ça, c'est la grande différence parce que, évidemment, le système totalitaire, lui, comme je l'ai déjà indiqué, il n'a pas de limite, n'a aucune limite. Et la tyrannie, il y a aussi cette dimension des limites à prendre en compte. Alors, évidemment, au niveau de la psychopathologie, ça m'intéresse tout particulièrement puisque il y a certaines pathologies qui ne rencontrent et ne connaissent aucune limite. Donc, c'est là que je viens apporter cette contribution. Mais dans la tyrannie, il y a quand même un minimum de limites. C'est-à-dire, la première, on ne va pas chercher la domination totale sur la vie intime des individus. Un tyran, du moment que, grosso modo, sa population obéit, qu'il a une vague opposition, mais qui n'est pas gênante, euh, est tranquillisé. Dans le totalitarisme, comme Hannah Arendt l'a expliqué, et comme je l'ai redit à maintes reprises, la persécution augmente quand l'opposition est neutralisée. Donc c'est très différent. C'est très différent. Et dans la tyrannie, il y a tout de même une sorte de reconnaissance, pseudo-reconnaissance, hein, de limites juridiques. Hannah Arendt cite des exemples à ce sujet par rapport à Khrouchtchev, en signalant l'évolution justement du régime politique à ce moment-là. Euh, alors que dans le système totalitaire, il y a une confiscation totale de l'essence de la loi. C'est-à-dire que les lois ou les décrets sont multipliés, mais n'ont plus aucune signification euh, en termes de philosophie du droit, puisque toutes ces lois et ces décrets nient l'essence du droit. Et ça, c'est très important de le comprendre. Qu'est-ce que c'est l'essence du droit? C'est la protection des individus, tout simplement, pour le dire très simplement, la protection de l'intégrité des individus ou la, euh, aussi la protection de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés fondamentales. Or, le système totalitaire va utiliser la loi pour euh, tuer la loi. Je Voilà. comprends. Donc, c'est ce qu'on peut constater actuellement, puisqu'il y a quand même eu une profusion de décrets, etc. D'ailleurs, je crois que vous travaillez beaucoup en duo étroit avec Virginie Arrojo-Recchia. Donc, ce sont des questions qui vous préoccupent toutes les deux. Oui, je crois que c'est ce qui est très important. Il y a eu un moment très fort du point de vue, il me semble, de la vague de fonds historiques, mais qui a finalement été très peu relayé en tant qu'événement. C'est le colloque que j'avais organisé à Lisbonne en septembre 2022. De mémoire, les 9 et 17 septembre 2022, dont le sujet était corruption et fraude dans la crise Covid depuis 2020. Et mon idée était d'apporter différents éclairages depuis différentes spécialités avec des spécialistes de leur domaine. Et la première journée, donc il y avait d'ailleurs Olivier Soulier qui était présent et qui avait fait une magnifique conférence sur l'histoire de la fraude dans la médecine, la confiscation de la médecine pour justement en faire un instrument non plus de la vie et de la santé, mais de la maladie et du meurtre. Donc, conférence exceptionnelle. Ensuite, nous avions passé l'après-midi avec moi-même, Virginie Darrojo-Recchia et Slobodan Despot à étudier précisément le type de fraude et, à laquelle nous avions affaire. Et j'avais effectivement centré mon propos sur la corruption philosophique, la corruption des principes de la philosophie du droit, donc la corruption juridique, c'est-à-dire qu'il y a derrière les avocats ou les juristes ou les procureurs ou tous ceux qui manient le droit, il y a une question principielle, et c'est à ça que sert la philosophie,
c'est à revenir aux principes et à réfléchir aux principes des disciplines. C'est la même chose pour les sciences, pour l'épistémologie, la philosophie des sciences. À quelles conditions fait-on de la science? À quelles conditions le droit est-il valable? Et donc, effectivement, le système totalitaire confisque totalement euh, l'essence du droit, la travestie. Vous dites en gros que le totalitarisme, c'est une maladie mentale, on va dire collective, et qui s'infiltre dans toutes les strates de la société. En fait, dans ce livre très, très documenté et très riche, vous expliquez de quelles différentes manières les gens qui s'emparent de ce pouvoir et qui sont peut-être eux-mêmes atteints d'une maladie mentale, vous parlez de paranoïa, d'esprit pervers, vous expliquez comment, selon quel mécanisme plus ou moins doux, ils arrivent à finalement infiltrer dans les cerveaux cette maladie mentale. On va voir ensemble d'ailleurs les différents outils. Vous pourriez nous en dire quelque chose? Où prend-elle sa racine, cette forme de maladie mentale? Alors, en préambule, je voudrais vraiment donner une explication, une clarification par rapport à des tentations que nous aurions tous, et moi y compris, de mettre dans des cases à l'endroit, c'est-à-dire de figer Mm. à l'endroit où il s'agit de processus, c'est-à-dire de quelque chose qui est tout le temps en mouvement, y compris à l'intérieur de nous. Nous sommes des êtres en perpétuel mouvement, que ce soit pour notre santé. Donc, si on regarde sur le plan de la santé physique, justement, la construction de la philosophie de la médecine depuis Hippocrate, précisément, c'est la santé, c'est trouver suffisamment de mouvement entre des processus vitaux et des processus qui sont des processus de décomposition qui existent dans le corps humain, en fait, hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc, cet équilibre, ce que Canguilhem appelait le normal et le pathologique, hein, c'est-à-dire que nous, on a cet équilibre entre le normal et le pathologique, c'est-à-dire un petit peu de pathologique, un petit peu de normal, ce sont des processus. Et ça doit c'est comme dans une relation, hein, il doit y avoir des échanges. Il doit y avoir de la vie qui circule. Bon, c'est pareil en psychologie. C'est-à-dire que le défaut initial de l'étudiant en psychologie, c'est de voir, une fois qu'il a appris la perversion, la névrose obsessionnelle, la névrose hystérique, etc., c'est d'identifier ça sur tout le monde. Euh, voilà, un tel, il est paranoïaque, un tel, il est pervers, un tel, il est, etc. Il nous met Euh, dans des petites boîtes, voilà, des cases. Ça, c'est à voilà, des éviter. cases Mm. qui D'accord. sont premièrement inutiles. Et c'est très important parce qu'en fait, si on dit j'ai été mariée pendant 20 ans avec un pervers, donc c'est la mode en ce moment, en fait, on est en train de caser l'autre et on ne réfléchit pas à sa contribution, y compris en tant que victime, au processus pervers. Par exemple, ne pas avoir mis des limites à ces processus pervers. Puisque si on a été marié, entre guillemets, à un pervers pendant 20 ans, on a été dans un système pervers pendant 20 ans. Et donc ça, c'est la première chose. La classification dans les cases, elle est inutile, elle est dangereuse. Et c'est ce dont se sert le système totalitaire pour psychiatriser les opposants. Et d'ailleurs, on la voit émerger hein, dans la résistance depuis quelques mois par les individus achetés, les plus achetés, qui commencent à psychiatriser les uns et les autres, un tel est paranoïaque, etc. J'en fais les frais, donc je le sais. C'est dangereux. Troisièmement, les psys n'utilisent jamais ça. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que les vrais psys, ils vont jamais mettre des catégories sur les gens. Ils vont accueillir. Bien sûr, il y a des endroits où il faut diagnostiquer. Si on doit faire un diagnostic pour un juge concernant la responsabilité, il va bien falloir déterminer si la personne avait tous ses moyens psychiques ou pas, etc. Donc là, on va être obligé d'aller dans des critères diagnostiques. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que pour les psys, les thérapeutes, ces outils sont des outils imparfaits. Nul ne rentre jamais parfaitement dans une case. On le sait très bien, moi, quand je travaillais en psychiatrie, de temps en temps, il y avait une blague comme ça. Oh, un vrai schizophrène, c'est-à-dire rentrer dans toutes les cases Mais dans la réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Ce sont Alors, on fait des diagnostics différentiels, on réfléchit pourquoi. Et c'est souvent une réflexion, en tout cas qu'on faisait dans la psychiatrie ancienne. Ben voilà, on a plutôt tel tableau ou tel tableau clinique. Et c'est un travail que nous faisons
j'ai enseigné durant une dizaine d'années à l'université en psychopathologie et justement, j'étais en charge des cas cliniques, etc. C'est à un moment donné, voici le tableau clinique, faites des diagnostics différentiels. Pourquoi on serait plutôt sur tel profil que tel autre profil? Mais c'est précisément parce que ce n'est pas clair. Et à quoi ça nous sert de faire ces diagnostics différentiels? Ça nous sert précisément ensuite à aider au mieux l'individu, non pas à le stigmatiser. Donc, toutes ces précautions étant prises, c'est important parce que je voudrais qu'on entende mon travail et mon livre et mon travail antérieur, puisque Psychopathologie du totalitarisme, mon livre, on ne peut vraiment en réalité le comprendre qu'en suivant mon travail antérieur, que ça soit sur le harcèlement, donc je renvoie à mes deux livres, tout sur le harcèlement, où j'ai compilé un travail euh, toute une carrière, donc qui avait déjà fait l'objet de nombreux livres. Hein, je ne sais plus, il y en a eu moins 4 ou 5 sur le harcèlement. Donc là, c'est une grosse compilation. Au jour d'aujourd'hui, comment je vois ça depuis toute l'expérience que j'ai acquise et qui est une expérience professionnelle, une expérience qu'on appelle clinique, c'est-à-dire à la fois auprès des patients et en même temps sur le terrain dans les entreprises en tant qu'auditeur, observateur, enquêteur et judiciaire, hein, puisque j'ai fait aussi plusieurs et de nombreuses expertises judiciaires sur des cas de harcèlement pour des entreprises, pour des dossiers complexes de particuliers, ça m'arrive d'en faire encore. Donc, il faut bien comprendre que psychopathologie du totalitarisme, quand je vais faire référence au harcèlement, je fais référence à tout ce travail antérieur. Donc, le harcèlement, c'est la méthode du totalitarisme. Donc, il faut le comprendre et je ne peux pas, dans un seul livre, refaire tout le travail, sinon je ferai un livre de 5000 pages. Ça renvoie aussi psychopathologie du totalitarisme quand je parle de paranoïa, psychopathologie de la paranoïa. C'est un livre qui va avoir sa 3e réédition cette année, qui est un livre pour les professionnels, mais du coup, je ne peux pas à chaque fois recompiler ou redonner tout le travail que j'ai fait. Donc, je fais des références et maintenant, si les gens souhaitent approfondir, ils peuvent aller approfondir sur les ouvrages antérieurs. Mais quand je parle dans psychopathologie du totalitarisme de maladies psychiques collectives, c'est bien en termes de processus. Et c'est là qu'il faut le comprendre. Alors, bien sûr, ces processus vont créer des individus qui deviennent des, entre guillemets, paranoïaques, qui vont basculer sur des profils très pathologiques qu'ils n'étaient pas auparavant. Parce qu'il y a une contamination, ce que j'ai appelé en 2010 la contagion délirante. Il y a une contamination dans les groupes de processus psychiques extrêmement délétères qui passent par différents canaux, l'angoisse, la contamination du traumatisme, etc., que j'essaye d'expliquer dans le détail, hein, et qui vont faire que selon l'environnement dans lequel vous vous situez, vous allez vous aussi développer ce type de processus en miroir. Et j'ai alerté dès 2020 sur le fait qu'on aurait ce type de processus en miroir dans l'opposition politique à ce système totalitaire. Et c'est tout de même euh, ce qu'on constate et qu'on voit à l'œuvre. Je l'ai signalé plusieurs fois, d'où aussi la nécessité, encore une fois, comme je l'ai dit aussi dès le départ, euh, c'est important d'avoir pour ambition de sauvegarder sa santé mentale et de regarder à quel endroit je vais me faire contaminer par l'angoisse, par la méfiance, par la duplicité, etc. Voyez? Je vais prendre un exemple très clair. J'ai écrit un article qui n'a pas plu à tout le monde, et je le sais, sur l'opposition contrôlée, le syndicat jaune. Mon travail, et je l'ai toujours conçu comme ça, ce n'est pas de dire aux gens quoi penser, c'est de leur donner les outils pour le faire. Et ça, c'est très important parce que vous voyez déjà fleurir des listes, un tel est dans l'opposition contrôlée, un tel n'y est pas, etc., qui sont, à mon avis, dangereuses. Mais ce que je cherche, c'est l'autonomie de la pensée de ceux qui me lisent. Donc moi, je leur donne des outils pour penser, comprendre des mécanismes et qu'ils examinent d'ailleurs la logique de ma pensée, qui est fondée aussi sur mon expérience, qui date de plusieurs années, encore une fois, pas depuis 2020. Donc ça, c'est aussi quand même important de le rappeler. Et
Ce que je voulais dire, par exemple, c'est que dans cet article, je mentionne bien que le pouvoir, qui a pour ambition d'établir un système totalitaire, un totalitarisme mondial, ce pouvoir ne se cache pas de cette ambition, c'est important aussi de le dire. Mes sources sont toujours les textes officiels, en réalité, les déclarations officielles. Ce pouvoir va créer sa propre position dès le départ. Et ceci, je l'ai vu à l'œuvre moi-même dans des scènes d'anthologie au sein d'entreprises, où des directions discutent avec des membres du syndicat un tel ou un tel, du syndicat jaune en réalité, pour dire, bah, écoute, maintenant, je te crée à mon image et tu vas faire ce que je te dis. Et évidemment, le type ou les types du syndicat jaune, ils vont avoir plein de bénéfices à Mhm. collaborer de cette façon. Mais tout le monde aura l'impression que c'est un syndicat. Voilà. Donc, simplement, quand je dis cela, je dis bien qu'il s'agit de processus effectivement d'infiltration dès le départ, qui sont, à mon avis, majoritaires, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des infiltrés partout. Et toute la difficulté, vous voyez, quand on va commencer à se dire, mon Dieu, c'est infiltré, c'est là qu'il faut remettre de la rationalité et de la raison. Regardez les mécanismes, regardez ce qu'ont fait les gens de longue date, regardez d'où ils viennent, regardez s'ils ont évolué dans leur discours et comment. Et tout ça demande du temps. Et ça demande à celui qui veut y voir clair de sortir d'une position de consommateur de vidéos sur Internet. Mais c'est à ce type de lecteur que je m'adresse. Voilà. Vous invitez donc les gens à être plus actifs, pas seulement à penser par eux-mêmes. Je pense à ce qu'on appelle les dissidents ou les militants. Je- J'invite surtout à trouver les chemins et les sentiers de sa liberté de penser. Et il est important pour cela d'avoir de la connaissance. C'est très important. La connaissance permet, une fois qu'elle est mûrie, effectivement, d'accéder à une certaine sagesse. Et la sagesse, elle ne s'économise pas, c'est comme ça, l'expérience. C'est-à-dire que je peux apporter toute la théorie qui est issue aussi de mes propres lectures, recherches de très très longue date, hein, parce que, encore une fois, la philosophie politique, je me suis intéressée adolescente, donc, mais, et de mon expérience. C'est-à-dire, cette expérience, elle est aussi très précieuse parce que je suis allée sur le terrain. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au départ, j'ai quitté la philosophie, parce que j'estimais que les philosophes parlaient beaucoup, mais n'allaient pas expérimenter des choses. Et moi, j'avais besoin d'aller expérimenter. euh, dans la vraie vie, de rencontrer des tas de gens, des tas de secteurs, des tas de métiers, de voyager énormément pour faire mon expérience de ce que c'est la nature humaine, de ce que c'est que la condition humaine, de ce que c'est la souffrance humaine. Et ce qui m'intéressait d'ailleurs, et ce qui m'intéressait pendant, ce qui m'intéresse toujours, c'est de chercher ce qui est universel en l'homme. Qu'est-ce qui est universel? Qu'est-ce qui, finalement, euh, à l'endroit où encore une fois, on voudrait par exemple faire du harcèlement, quelque chose de très spécifique à telle ou telle entreprise, en réalité, c'est un procédé universel, c'est une méthode universelle. Et mon travail, mes études, le fait d'étudier ce harcèlement, a consisté à rechercher ce qu'il y avait d'universel dans le harcèlement. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce que je voulais dire, c'est que j'apporte pour moi cette théorie qui est extrêmement précieuse parce qu'elle est issue de tout ça, de toute une carrière, de toute une recherche, de toute une initiation dans la souffrance, hein, que j'ai pu faire aussi, de constater, je ne sais pas, euh, l'ampleur de la perversion, parfois dans certaines situations, voilà, etc. Mais ça n'exonère pas chacun de faire son expérience. Donc, on peut transmettre toute l'expérience du monde. C'est un plus, c'est-à-dire que ce que je transmets permet, à mon avis, à qui prend le temps d'étudier, de l'approfondir sérieusement, en ne se contentant pas de vidéos, en allant lire mes travaux extrêmement nombreux, euh, que ce soit les articles qui sont disponibles sur mon site, que ce soit
les livres, mais l'écrit retrace d'une manière différente et permet de prendre le temps de penser. Il y a beaucoup de gens qui me disent que, effectivement, psychopathologie du totalitarisme, c'est long à lire. C'est dur à lire dans le sens que on va prendre le temps de réfléchir à ce qui est écrit. Et ça, c'est très important, c'est fondamental. Euh, Ce n'est pas un livre commercial, c'est un livre que j'ai écrit pour la durée, même s'il a très peu de lecteurs. C'est important de le préciser à une ère où tout le monde surfe, en fait. Sur... Absolument. Oui, oui, il faut prendre le temps de le lire. Il est très bien structuré, il est très clair et il est relativement accessible en plus. Oui, mais c'est le fruit d'une très longue maturation. Donc, c'est ça aussi que je veux. Et donc, cette transmission, c'est cette connaissance que j'apporte, qui est vraiment, à mon avis, un outil très précieux pour traverser la période dans laquelle nous sommes engouffrés maintenant depuis, et pour longtemps, à mon avis. Euh, et d'un autre côté, en même temps, est un outil pour les expériences que la personne est amenée à faire et qu'elle doit faire. C'est-à-dire, rien ne remplace l'expérience. On peut vous dire et vous donner toutes les alertes sur une situation, tant que vous ne l'avez pas vécue, que vous n'avez pas compris par vous-même cette situation. Et ça m'arrive très souvent parce que, forte de toute mon expérience, j'alerte des gens, des professionnels, des proches sur des situations qui peuvent être compliquées, où ils vont avoir des bricoles. Euh, et les personnes ont besoin de faire son expérience, de ne pas me croire. Et puis, généralement, revient, non, 2 ans plus tard, tu avais raison. Et au départ, je le prenais très mal. Je disais, j'en ai marre, il ne m'écoute jamais, etc. Et maintenant, je sais tout simplement que, il y a un besoin d'aller faire son expérience pour rencontrer dans le réel euh, la preuve, euh, la preuve de, d'une explication ou d'une conceptualisation qu'on a besoin de faire aussi, une maturation qu'on a besoin de faire. D'ailleurs, on dit bien que l'expérience, c'est la seule chose qui ne se transmet pas, en fait. C'est vrai, Voilà. Et en fait, c'est bon, vrai. pour donner envie aux spectateurs d'aller lire votre livre qui est complet, euh, est-ce que vous pourriez nous en donner quelques avant-goûts? Par exemple, moi, je trouve qu'il y a des passages vraiment intéressants. Et puis en plus, il y a des références littéraires aussi pour ceux qui aiment la littérature et les grands auteurs. Par exemple, vous décrivez assez justement et de manière très claire les phases successives du déferlement du totalitarisme. Vous expliquez comment il se met en place de manière plus ou moins pernicieuse. Est-ce que vous voudriez nous en dire 2 ou 3 mots? Je voudrais, effectivement, je peux en parler, mais tout d'abord dire que c'est un livre que j'ai écrit il y a plus d'un an et demi, un an. Je n'ai plus tout en tête. Ça, c'est, j'ai fait beaucoup de choses entre-temps, mais euh, j'ai créé cette notion de déferlement totalitaire parce que je la vois beaucoup dévoyée. Et c'est aussi une préoccupation que j'ai parce que j'ai créé cette notion de déferlement totalitaire en août 2020. Euh, En avril 2020, je me suis dit, mais d'abord, au départ, j'ai été sidérée, comme je pense beaucoup de monde. Euh, il y avait beaucoup d'impact, enfin oui, d'impact dans ma vie personnelle de ce qui se passait en 2020. Donc, ça m'a créé une sidération, voilà, à laquelle je réfléchis après. Après, j'ai un petit peu péché par excès d'intention, presque sur la nature du Covid, parce que je savais que l'OMS était, voilà, j'ai déjà beaucoup travaillé sur l'OMS, donc euh, j'ai vraiment pensé à un moment donné que c'était grave, très grave. Mais Vous en fait, c'était connaissiez très... déjà les intentions de l'OMS euh, en Comme 2020. j'avais travaillé beaucoup à partir de 2016 sur les droits sexuels et donc la nature du lobbying qui est derrière l'OMS, quand j'ai vu effectivement que l'OMS était à l'œuvre, je savais que nous n'avions pas affaire à une entreprise qui était pour notre bien et pour le bien des populations. Ça, je le savais immédiatement. Voilà.
Et puis, voilà, donc au bout de 2, 3 semaines, j'ai repris en fait mes esprits et je me suis mise dans la situation professionnelle qui était la mienne, qui a été habituelle pendant des années et des années, c'est-à-dire d'observateur dans une situation d'audit ou d'enquête de ce qui était en train de se passer. Et malheureusement, ce que j'ai commencé à relever, c'était tous les critères, parce que quand j'arrivais dans une entreprise pour une plainte de harcèlement, donc il s'agissait de faire la lumière sur ce qui se passait. Je parle au passé parce que j'ai arrêté effectivement euh, tellement c'était prenant et voilà, plus du tout compatible avec ma vie, mais euh, j'observais pas seulement les déclarations, je n'écoutais pas seulement les déclarations des salariés. Euh, je regardais quel était le rapport au temps, quel était le rapport à l'espace, quel était le rapport à la langue dans cette entreprise, quel était le type de propagande par rapport, etc. Euh, est-ce que enfin, toute cette contagion délirante, est-ce qu'on avait davantage effectivement d'idées suicidaires, etc. Euh, Quel type de rapport au réel, de représentation, etc. Donc, je me suis mise exactement dans cette fonction d'auditeur face, auditeur au sens qui valide l'audit, hein, face à ce qui se passait. Et j'ai donc, dans un premier temps, je me suis dit, il est très important qu'une parole autre émerge très rapidement. Et je me suis sentie la responsabilité de le faire parce que j'avais les outils. Et je sais qu'il y a peu euh, de professionnels qui ont mes outils, tout simplement parce qu'il y a très peu de personnes qui ont travaillé de la manière dont j'ai travaillé à partir de la psychopathologie qui, d'ordinaire, est réservée à la psychiatrie. Et je sais que voilà, il y a très peu de personnes qui l'ont déjà utilisé pour les entreprises et ensuite pour l'ensemble de la société. Donc ça, c'était un premier point. Et donc, j'ai écrit un premier article qui s'appelait Totalitarisme sanitaire, le mal radical, c'est pour ton bien. C'était au printemps 2020. Et puis après, quand j'ai vu que ça continuait d'empirer, je vivais la situation depuis l'Amérique du Sud, donc j'avais deux volets, hein, le volet français, puisque j'étais en lien évidemment avec la France tous les jours, et avec l'Amérique du Sud, on avait vraiment vécu à la fois euh, des événements similaires et à la fois très différents. Dans tous les cas, j'avais aussi mon propre vécu. Je me suis dit comment je vais nommer toute cette affaire. Et j'ai passé plusieurs heures, parce que maintenant c'est devenu un concept banal, mais je me souviens très bien avoir passé plusieurs heures à marcher et à me dire, je vais l'appeler déferlement totalitaire. Euh, et j'ai écrit cet article qui a eu beaucoup de succès, le moment paranoïaque, le déferlement totalitaire ou le moment paranoïaque. Et j'ai donc expliqué les mécanismes aux gens. Ça a été vraiment, il me semble, la première fois, euh, sauf si on me contredit, où l'ensemble des mécanismes ont été expliqués, mécanismes du point de vue psychopathologique aux gens, en posant le mot de paranoïaque. Ce qui me dérange aujourd'hui n'est pas que ce concept soit repris, au contraire, c'est la vie des idées, c'est très intéressant, même si je préférerais effectivement être citée parce que l'intégrité, c'est important. L'intégrité dans la source intellectuelle, c'est très important, mais à la limite, il passe dans le domaine public comme le lapsus est passé dans le domaine public, ça, pourquoi pas. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il est totalement dévoyé. Donc, ce que j'appelle le déferlement totalitaire et que j'explique dans le livre, ce n'est généralement pas la manière dont il est aujourd'hui utilisé par certaines personnes qui le reprennent, mais nomment l'utilise à de mauvais endroits. Le déferlement totalitaire correspond, pour moi, puisque en, en, j'ai en image, de manière spéculaire, j'ai comparé, et ça, c'est mon apport, et c'est vraiment des années de travail, le système totalitaire à
la psychose paranoïaque collective. Jusque-là, en psychiatrie, on parlait de folie à deux pour la psychose paranoïaque, c'est-à-dire une folie, une folie résonante, contagieuse, finalement, mais très peu de professionnels ou de chercheurs se sont intéressés à cette psychose parce que, elle fait très peur à tous les professionnels, à tout le monde en fait. Donc, deux, on la retrouve très peu à l'hôpital psychiatrique. On la retrouve dans la société. Donc, effectivement, on a très peu de matière en réalité sur cette psychose. Euh, sur le plan psychologique, psychiatrique, on a des études de Freud, on a quelques études de Sérieux et Capgras, on a des études de psychiatrie, on a la thèse de Lacan, mais euh, finalement, par rapport à d'autres travaux qui sont beaucoup plus documentés en maladie mentale, parce que tout simplement, on reçoit beaucoup plus de patients de ce type en psychiatrie, c'est très important. La psychose paranoïaque, elle l'a mal aimée. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé dessus. Parce que d'abord, je constatais qu'elle était présente systématiquement dans les groupes harceleurs. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et qu'il y avait effectivement un ou deux profils de type, entre guillemets, pervers, c'est-à-dire qui devient aussi pervers parce que l'ensemble de l'entreprise ou de l'institution le laisse devenir pervers, il ne rencontre pas de limites. Tout ça fonctionne en écho et en système, vient éroder les liens au sein d'un groupe qui fonctionnait bien. Tout ceci a déjà été, je dirais, manifestement documenté et magistralement. On a Eugène Henriquez dans les travaux, on a Racamier. Voilà, on a beaucoup déjà de travaux antérieurs, mais sur la psychose paranoïaque, on n'en avait pas tant que ça, et certainement pas sur la paranoïa en tant que pathologie de groupe. Donc ça, c'est un apport que j'ai donné. Et le deuxième, c'est d'utiliser cet apport pour voir quel était son mariage avec la philosophie politique concernant le système totalitaire. Et c'est pour moi, en tout cas, un mariage qui a très bien fonctionné et qui me permet d'aborder le système totalitaire du point de vue non seulement de la philosophie politique, qui est une formation que j'ai reçue très précocement, voilà, mais également du point de vue de la psychopathologie, c'est-à-dire, on va le définir, l'étude des processus psychiques entre les individus. Comment opère cette contagion délirante? Tout ceci, c'est donc l'apport que j'ai fait. Tout ça pour dire que déferlement totalitaire correspond dans mon champ théorique. Ce concept, je l'ai créé pour décrire quelque chose de très particulier, qui est un équivalent de la décompensation psychotique qu'on peut voir en psychiatrie. Donc, je vois qu'il est très, très mal utilisé et c'est ça qui me dérange le plus, presque plus que la prédation du concept elle-même. Qu'est-ce que c'est une décompensation Voilà, psychotique? c'était la question. L'individu avait l'air normal, mais on va en voir de plus en plus, hein, parce que le système totalitaire crée des décompensations psychotiques. Il avait l'air normal, et il était, entre guillemets, normal, hein, donc, pour nous, les psys, normalement névrosés, normal, et d'un coup, il bascule euh, concernant la paranoïa dans un délire de persécution Mhm. où il a la sensation que le monde entier lui veut du mal. C'est, pour le dire simplement, ça. Mais c'est un moment extrêmement violent pour l'individu comme pour les gens qui l'entourent. Et quand j'ai nommé le déferlement totalitaire en août 2020, c'est parce que j'identifiais dans mon champ théorique cette décompensation à l'œuvre au niveau sociétal, au niveau de la société. Les gens étaient tous pris dans un délire de persécution. Vous voulez dire qu'ils étaient tellement en souffrance, vous parlez même d'un sentiment d'agonie, qu'ils finissaient par se sentir agressés par presque tout, et même parfois de, de manière, enfin c'était une sensation pas forcément fondée, c'était sans fondement.
en tout cas, la, la persécution, se sentir persécuté à l'époque par un virus, Mm. hein, enfin, ce qu'on nous a présenté comme un virus, mais on va être encore plus prudent, mais euh, c'est de l'ordre de la décompensation paranoïaque. Et venir détruire l'ensemble d'une société, l'ensemble des petits entrepreneurs, des restaurateurs, des artistes, enfin, l'ensemble du fonctionnement de la santé, hein, du système de santé, l'instruction, les enfants. Je rappelle que j'ai alerté très très tôt, en novembre 2020, avec un article euh, Impact traumatique de la politique sanitaire sur les enfants. C'est un très long article qui m'a pris une semaine à rédiger, euh, où il y a tout. Et là encore, il y a tout. Il y a tout parce que aussi mes collègues m'ont aidé, mais je ne vois pas quoi rajouter ensuite, hein, à cet article encore aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de la population, donc pas tout le monde, hein, je rectifie ce que j'ai dit, mais était pris dans cette persécution. On va tous mourir, on est en danger de mort, et pour ça, on sacrifie les autres et on se sacrifie soi-même. Ceci relève du délire paranoïaque. Et quand on va lire mon livre Psychopathologie de la paranoïa qui s'appuie sur la clinique, il faut comprendre qu'on rencontre peu de paranoïaques en psychiatrie. J'ai travaillé en psychiatrie, mais on en rencontre beaucoup dans les entreprises. Et on en rencontre beaucoup dans les postes de pouvoir. Et on en rencontre beaucoup dans les groupes harceleurs. Donc, j'en ai rencontré beaucoup. Voilà. Et le pervers et le paranoïaque peuvent aller ensemble et ces deux tendances peuvent se retrouver dans la même personne. Vous dites que pervers, ça veut dire détourner de son but. Vous pourriez nous en dire plus sur le pervers, parce qu'on utilise beaucoup effectivement ce mot depuis plusieurs années. Oui, là encore, je pense que il est toujours, euh, c'est à la fois intéressant de vulgariser euh, la psychopathologie ou la psychologie, et à la fois on va tomber dans tous les travers de la vulgarisation et de la médiatisation, euh, et on en perd complètement l'essence, et parfois on fait même dire l'inverse, comme là je vous dis sur des ferments totalitaires, moi j'ai vraiment la sensation que bon, on prend une jolie expression, mais derrière, ça veut quand même dire quelque chose. Et voilà, c'est très mal employé. Mais c'est de la même façon, on va retrouver pour les concepts de la psychologie, de la psychopathologie ou de la psychanalyse, on va retrouver des caricatures, voire des, des euh, contresens. Et ça, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et c'est pour ça que si on veut devenir un esprit libre, on est obligé de ne pas faire l'économie d'aller lire réellement les auteurs, si possible de s'en référer aussi à la langue originelle, parce que ils ont écrit dans une certaine langue, si on peut, hein, évidemment. Et il y a toujours un dévoiement des traducteurs, ça, quel que soit le traducteur ou le meilleur traducteur, voilà, un auteur écrit dans une langue précise. Moi, je le vois quand on fait mes propres traductions de mes ouvrages, que les traducteurs me proposent les traductions. Je suis vraiment d'abord enchantée de pouvoir faire ça de mon vivant, de pouvoir rectifier en réalité les traductions, mais parce qu'il y a des termes techniques qui ne sont pas compris des traducteurs s'il n'est pas spécialiste du domaine. Je vais prendre un exemple. Euh, en anglais, on va confondre paranoïaque et paranoïde. Ça n'a juste rien à voir. Donc, alors, quand le traducteur, il Vous n'est pourriez pas... nous donner la différence entre les deux? Alors, ben, paranoïaque renvoie à au délire de persécution dans la psychose paranoïaque, Mhm. et paranoïde renvoie au délire de persécution dans la schizophrénie. Sachant que euh, on bascule souvent en schizophrénie à force d'être confronté sans pouvoir avoir des moments de répit ou de rémission, entre guillemets, de cette confrontation à la psychose paranoïaque. Donc, c'est presque confondre le bourreau et la victime. Vous voyez l'erreur de traduction qu'on peut avoir, qui est gravissime.
Donc, selon les traducteurs, eh bien, on n'a pas les bonnes traductions. Et je pense que, pour en avoir beaucoup discuté avec Christian Dubuis-Santini, c'est un des gros problèmes que nous avons avec Freud aujourd'hui, en tout cas en français. Voilà. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de ça. Si on veut vraiment comprendre euh, un- une dimension en profondeur, eh bien, on est obligé de faire ce travail. Alors, il se trouve que, euh, quelque part, je le fais. Moi, j'ai dédié ma vie professionnelle à ça, parce que ma vie personnelle, à comprendre comment fonctionne euh, le psychisme humain, qu'est-ce qu'il y a d'universel dans l'être humain. Donc, j'ai dédié ma vie à ça, euh, comprendre ce qui se passe dans la fameuse banalité du mal, pourquoi les individus qui étaient très bien, avec lesquels on s'entend très bien, euh, d'un jour à l'autre, basculent et deviennent décompensent précisément et se retournent contre nous. C'est quelque chose dont je suis sûre que ceux qui nous écoutent l'ont vécu depuis 2020 avec plusieurs personnes. Euh, c'est ce retournement d'un coup qui est la décompensation et qui est tu deviens mon ennemi alors qu'avant tu étais mon ami. Vous avez l'air de dire que c'est pas une question d'intelligence, mais de force ou de structuration psychologique. Oui, c'est pas une structure. Alors, juste, Stéphanie, je vais terminer pour les pervers et les Ah oui, les paranoïaques. pervers, tout à D'accord. fait, oui. Mm. Euh, donc, là, ce sont des processus, la perversion est l'antichambre de la paranoïa. C'est-à-dire que quand on commence, pour le dire encore une fois, par rapport à, à, à mon champ théorique, hein, à la façon dont j'ai construit euh, mon analyse depuis des années, quand on va être contaminé par cette contagion délirante, par tous les processus que je décris, encore une fois, pas que dans Psychopathologie du totalitarisme, il faut aller chercher dans d'autres ouvrages pour avoir d'autres processus. Quand on va être soumis à cette contagion, on va régresser. Et on va régresser une échelle ce que j'ai appelé une échelle du développement psychique que j'ai construite à partir aussi de ma propre professionnalisation première en psychopathologie, qui était le développement psychique de l'enfant. Et c'est une régression du psychisme. Donc, c'est un modèle. Je ne dis pas à tout le monde d'adopter, encore une fois, le modèle. C'est un modèle d'analyse qui me paraît pertinent. Mon seul vœu, c'est qu'il soit par la suite approfondi par des collègues, etc. Très bien, il y a les preuves en permanence. Mais la perversion, c'est l'antichambre. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire très simplement, avant d'être totalement, euh, de devenir totalement paranoïaque, on passe par une case qui est la case perversion. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Ce sont des alliances, des processus qui fonctionnent très bien ensemble parce que l'antichambre, ça veut dire aussi que dans la perversion, il y a une ouverture de porte, un boulevard qui est amené vers ce délire de persécution. Voilà. La perversion, ça se traduit comment, par exemple? Vous pourriez illustrer par des exemples. L'instrumentalisation à Mhm. son propre profit Mm. euh, de, d'êtres humains qui, normalement, ne doivent pas être instrumentalisables. Être humain ou en tout cas être vivant. Voilà. Donc l'instrumentalisation, donc en clair et de façon très concrète, euh, euh, la perversion, c'est l'opportunisme. C'est euh, voilà, on vendra père et mère pour arriver à ses fins, obtenir un poste, écraser son collègue, etc. C'est ça la perversion. Ou si celui qui manipule en utilisant, par exemple, la terreur. Alors, la manipulation fait partie du champ de la perversion. Hein. C'est la façon de s'adresser à l'autre, en fait. Hein. C'est-à-dire que j'avais écrit je crois en 2010, je ne sais plus, un livre qui s'appelle Manipulation, la repérer sans protéger. Il me semble qu'il est encore disponible, dans lequel je distingue dans la définition, et c'est important parce que maintenant, on voit des experts en manipulation fleurir à tout bout de champ. Ça fait partie du corpus de la vie psychique. Donc, enfin, ça m'interroge toujours, hein, moi, les experts en tout. Euh, la manipulation, c'est un outil pour prendre le contrôle de l'autre.
Et c'est à distinguer de l'influence. C'est-à-dire, si je veux vous influencer d'aller voir tel film, je vais le faire de façon assez loyale, assez franche. Je vais insister. Est-ce que vous voulez, mais il est super ce film, effectivement, il faudra aller le voir, etc. Je vais insister. La manipulation, tout est fait de façon cachée. Et c'est donc à l'insu de l'individu qu'on veut obtenir son consentement à un endroit où il ne l'aurait pas donné si on lui avait posé les cartes sur la table de manière très franche. Donc c'est l'extorsion de consentement, par exemple. Absolument. Ben, absolument. C'est l'extorsion de consentement. Mhm. La terreur, Mhm. euh, c'est très spécifique à la paranoïa. Mhm. La terreur, parce que, et je l'explique dans Psychopathologie de la paranoïa, euh, il y a dans cette psychose, qui encore une fois est contagieuse, collective, euh, euh, un éprouvé de terreur absolue. Donc, euh, quelque part, c'est terrorisé pour ne plus être terrorisé ou pour être moins terrorisé. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mm. Donc la terreur, elle fait un va-et-vient entre le paranoïaque et sa victime. Euh, le processus effectivement paranoïaque cherche à prendre le contrôle euh, de la vie intime euh, des gens par la terreur. Voilà. C'est un outil essentiel. D'accord. Il y a cet outil-là Important. et il y a aussi la déconstruction du langage, du passé, etc. Vous parlez de faire la table rase de notre histoire, par exemple, Oui, qu'elle soit intime, personnelle ou nationale. J'ai cherché le terme. oui. Ce qui est, là encore, et donc c'est vraiment, c'est difficile hein, pour moi euh, de vulgariser. J'essaye parce que j'aime beaucoup, en réalité, vulgariser des concepts, des pensées assez complexes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a la fameuse novlangue, donc ça qu'on doit à Orwell, hein, le fameux système totalitaire qui va nous expliquer que la guerre c'est la paix, etc. hein. Que finalement, euh, voilà, à chaque fois, l'amour c'est la haine. Il y a cette inversion hein, des, Mhm. dans le langage, mais cette inversion, euh, elle est énormément utilisée pour manipuler. Et avant de devenir un langage proprement délirant, c'est important délirant au sens propre parce que dans les psychoses délirantes, et c'est étudié de longue date en psychiatrie, je parle encore une fois pas de la psychiatrie d'aujourd'hui. euh, on sait qu'aujourd'hui, hein, l'ensemble des disciplines a été caviardé pour en extraire la substantifique moelle, il n'en reste plus grand-chose. Mais dans des œuvres assez intéressantes de psychiatrie ou de psychopathologie, il y a eu euh, l'étude du langage délirant. On a, dans le délire au sens propre, quelqu'un qui délire crée beaucoup de néologismes, crée sa propre langue au fur et à mesure dans certains types de profils pathologiques. Donc, ça aussi, ça renvoie à ça. C'est-à-dire que on a un système qui devient délirant et il va créer sa nouvelle langue, euh, cette langue qui est une langue inversée. Et ça fait partie de la psychose paranoïaque, l'inversion permanente, déjà la répartition du monde en catégories binaires, euh, pour ou contre, bien ou mal, on a éliminé toutes les nuances. Il faut être dans un camp ou dans un autre. On ne peut plus discuter. Il y a ce qu'on appelle, nous, le clivage, qui est l'impossible rencontre au bout d'un moment où on est passé dans le camp ennemi, alors que euh, nous restons des êtres humains. Donc, s'il y a une impossible rencontre, euh, le mensonge, il est là, en fait. Il est là, c'est de croire que l'autre camp est mauvais et que nous, on est le camp du bien. Et ça, c'est un mécanisme qu'on rencontre malheureusement partout. Et Donc, oui, est-ce que euh, quand on parle de bouffée délirante, c'est lié à ce que vous dites? tout à fait, tout à fait.
tout à fait. Une décompensation, un déferlement totalitaire, comme je l'ai appelé, c'est l'entrée dans la bouffée délirante. Donc, on n'y est plus. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je veux bien que des gens utilisent mon concept, mais on n'y est plus, on y est entré. Mhm. Quand je l'ai nommé en août 2020, c'est parce qu'on y est entré. Et là, Donc, selon vous, on s'enfonce encore dedans, à part un éveil massif que vous évoquez, il n'y a point de sortie possible de l'autoroute avant longtemps. oui. Alors, je sais, et juste peut-être pour rajouter sur le langage, il y a dans le système totalitaire une nécessité, comme dans le harcèlement, comme dans la perversion, de manipuler, euh, donc on va utiliser la langue aussi pour le faire. Et dans cette manipulation, il y a notamment euh, quelque chose que le manipulateur va mettre en place, c'est l'utilisation des paradoxes. Il va coller des mots ou des expressions ou une logique qui n'en est pas une et qui sidère la pensée. Euh, Ça, c'est très difficile à repérer, mais c'est essentiel à repérer. Et c'est de cette façon qu'on se retrouve coincé à un moment donné dans une impasse logique et on n'arrive plus à penser puisqu'on n'a plus les outils, on est coincé dans des nœuds, dans des pièges. Ce sont comme des choses trappes, vous voyez, clac, on a été pris dans ce paradoxe, on ne l'a pas repéré et on est pris dedans. Donc, c'est important de faire l'effort de regarder aussi quels sont les nouveaux slogans, quels sont les nouveaux mots, la propagande médiatique, pour regarder où est le paradoxe. Quel est ce paradoxe? Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Euh, je n'ai jamais fait partie des profils qui vendent du rêve et de la démagogie. Et il suffit, encore une fois, de regarder, et j'en appelle vraiment ceux qui nous écoutent à étudier en profondeur qui fait quoi depuis des années, qui étudie quoi, qui dit quoi, et qui a eu sa pensée et son discours qui a évolué et dans quel sens. Je n'ai jamais fait de démagogie en disant, comme d'autres peuvent le faire, vous inquiétez pas, tout va aller bien, on va s'en sortir dans peu de temps, etc. Dès 2020, j'ai annoncé qu'on en avait pour longtemps. Alors, ça ne plaît pas aux oreilles, je comprends que ça ne plaise pas aux oreilles, mais ma posture est, en tout cas là où je sais faire quelque chose et où j'ai travaillé pour avoir cette expertise, c'est de bien diagnostiquer une situation. Euh, je n'ai pas forcément les remèdes à cette situation, mais par contre, et je ne sais pas si quelqu'un les a, par contre, ce que je peux donc formuler des hypothèses, ce que je peux dire néanmoins, c'est que si on ne diagnostique pas correctement une situation, on est sûr de ne pas s'en sortir. Si on se raconte une autre histoire, encore une fois, comme on nous le fait dans la propagande médiatique régulière, que celle qui est l'histoire réelle et à aborder de façon lucide, ce qui est sûr, c'est qu'on ira dans le mur. Si on se raconte que tout va bien et que demain c'est terminé, si on fait ceci ou cela ou tel micro-événement, ce n'est pas vrai. Donc, méfiez-vous des gens qui veulent vous rassurer. Je voudrais dire à ça aussi, c'est sûr, c'est plus séduisant que ce que je suis en train de dire. C'est beaucoup plus séduisant, mais précisément parce que c'est séduisant, c'est dangereux. Après, on pourrait vous répondre, le lutteur, le combattant a besoin de moments d'oxygène, de pause, Alors, absolument. long parcours. Mais ça c'est fondamental. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à mon avis, plusieurs figures ont brûlé en plein vol hein, depuis 2020. C'est parce qu'il faut
absolument, dans tous les cas, prendre du recul par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser, tout le monde. C'est-à-dire que le recul, il consiste dans revenir dans un temps long, se poser des vraies questions métaphysiques. Quelle est euh, 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 ma conception de la vie humaine? Si on regarde, on est dans une civilisation aujourd'hui où nous avons tous, plus ou moins, mais tout de même, je me faisais cette réflexion-là, la sensation de ne pas être mortel, de pouvoir prolonger un petit peu. Euh, alors que quand on lit des écrits de gréco-romains, on se rend bien compte que la sensation de la mort imminente, elle est permanente. En tout cas, dans les écrits philosophiques aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être parce qu'on a fait justement des progrès technologiques, etc. Je ne sais pas. Mais il y a comme une illusion d'optique. J'ai l'impression que même si on s'en défend et qu'on essaye de prendre de la distance par rapport à cette illusion, nous sommes un petit peu tous pris dedans, que nous avons peut-être l'impression que nos vies durent éternellement. En réalité, la vie humaine, elle est très courte, très courte. Donc il faut replacer ça en perspective. Ma vie est très courte. Je peux faire ce que je veux en survivalisme, etc. Euh, pour combien de temps, en fait, j'envisage cette euh, survie. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voudrais c'est un jour Laurence Kaiser qui m'avait dit ça, mais je trouve ça très pertinent. Qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi à mon enterrement? Ce sont des questions de fond. Et aujourd'hui, en fait, je dis ça parce que je trouve que la majorité de la préoccupation, euh, et en même temps, je le comprends, en même temps, je peux le traverser aussi, hein, c'est comment je vais survivre. Et en réalité, est-ce que c'est vraiment la question? Est-ce que la question, ce n'est pas je dois me mettre à mon endroit de réalisation de ce que je sais faire, de mes convictions, là où je vais cultiver effectivement suffisamment de vertu, et comment euh, je vais pouvoir préserver mon être. Et c'est très important, la préservation de son être, puisque le système totalitaire veut sa destruction. Donc, c'est ce que j'explique à un moment donné dans le livre, hein, sur la notion de sacrifice. Mais le système totalitaire, il ne rêve que de ça, en fait, du sacrifice des gens. Finalement, Euh, garder sa joie, c'est la meilleure façon de résister. je veux dire, j'ai rencontré à, à Florence, en Italie, l'année dernière, un joaillier qui crée ces bijoux assez célèbres, qui s'appelle Alessandro Dari. Et à un moment donné, euh, euh, il a répondu à une question euh, très, de façon très étonnante et en même temps très sage, qui était qu'est-ce que... alors, je sais plus, j'ai fait la question, je ne m'en souviens plus exactement, mais c'était grosso modo par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, comment vous vous situez, qu'est-ce que vous allez... enfin, comment vous voyez tout ça? Et il a répondu, moi, je m'abstrais du monde et réalise, euh, je, je, je réalise mes œuvres d'art, qui sont de la transmission ancestrale. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais je dis qu'il fait ce qu'il a à faire. Et c'est exactement la réponse qui a été donnée dans le livre. On peut retrouver dans le livre que j'ai traduit sur les Indiens Kogi, où à un moment donné, Lucas, donc, qui est l'auteur du livre, qui se retrouve donc, en pleine Sierra Nevada de Santa Marta. On sait que la Colombie, c'est tumultueux, c'est folklorique. Et il est donc en train de faire justement, de prendre toute sa documentation en plein milieu de. Il faut s'imaginer qu'on est sur les hauteurs, dans des petites huttes, sans eau, sans électricité, accessibles à 3 4 jours de marche à dos d'âne, quoi, à peu près, c'est ça. Et puis arrivent des groupes armés, hein, paramilitaires, euh,
qui arrive sur le campement des Indiens. Et il est effrayé. Donc, Cassie se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et le sage de la tribu lui répond, nous continuons de faire ce que nous avons à faire. Et je dis ça parce que toute l'ambition totalitaire est de détruire qui nous sommes, en particulier notre culture, en particulier nos talents, en particulier notre pulsion de vie. Voilà. Donc, se mettre dans euh, un combat nécessaire par rapport à cette prise de conscience de ce dans quoi nous sommes, oui, mais ne pas oublier de faire ce que nous avons à faire. Voilà. C'est d'une simplicité biblique, mais il est nécessaire de le rappeler. Vous parliez de transmission tout à l'heure. Ce sont des auteurs comme Camus, Arendt ou Solzhenitsyn que vous avez découverts jeunes, qui vous ont amené à travailler sur le totalitarisme. Est-ce que vous pourriez nous parler d'eux et de tout ce qu'ils vous ont apporté, puisque ce sont des auteurs hors normes? Alors, euh, oui, j'ai eu la chance, je vais dire la chance aujourd'hui. J'ai 45 ans, je vais dire ça, je n'ai pas toujours vécu comme ça. J'ai eu la chance d'avoir euh, eu une enfance compliquée dans un environnement compliqué et une famille compliquée. Et ça m'a donné à voir très tôt le marécage, dans lequel l'être humain était pris par rapport aux souffrances qui étaient les siennes. Un marécage à la fois psychique, d'exclusion sociale, voilà, de traumatisme transgénérationnel. Voilà, toute une série de marécages qui étaient en puzzle voilà, déconstruit, et dans lequel j'ai tenté très rapidement de trouver du sens. Euh, Mon père, qui était lucide sur ce marécage, même s'il était pris dedans, m'avait été très conscient de la mission qu'il me donnait en me donnant le prénom Ariane. Ça fait partie aussi d'un peu une sorte de destinée. Euh, et dans le même temps, malgré ce marécage, j'ai eu très tôt accès aux livres. Donc j'ai baigné, malgré tout, dans un univers de livres euh, accessibles très tôt et dans lesquels j'ai eu l'intuition euh, que je pouvais trouver des réponses. En tout cas, ils étaient l'endroit de ma liberté, c'est-à-dire dans la rencontre, que ça soit en littérature ou effectivement avec les très grands auteurs que j'ai rencontrés très tôt. J'ai rencontré Les Misérables à l'âge de 9 ans de Victor Hugo. J'ai rencontré euh, Le Grand Maulne très tôt. J'ai rencontré Proust, je l'ai lu en entier à 14 ans. Voilà. Euh, ce euh, ce n'était pas dans un contexte heureux, mais c'était dans un contexte où j'avais accès à d'autres univers. Et c'était important d'aller pour moi dans ces autres univers qu'était la littérature, qui en même temps me parlaient de ce même univers qu'est la condition humaine. Voilà. Ça, c'était important. Euh, euh, et j'ai trouvé beaucoup de réponses dans la littérature. Ensuite, bien évidemment, je suis arrivée très rapidement à la philosophie politique parce que je cherchais des réponses à cette fameuse banalité du mal. Donc, j'ai rencontré Hannah Arendt, Hegel a été très important pour moi, Solzhenitsyn, bien sûr. euh, en- euh, il y avait ces livres chez moi à la maison. Donc, en fait, il y avait ces livres et puis j'avais des accès bibliothèques, etc. Donc, c'était une chance, hein. Donc, j'ai pu aller rapidement
là-dedans. Et puis, mon autre chance était que je n'avais pas le choix. Je pense- c'est, c'est- je le présente comme ça aujourd'hui. Je n'avais pas le choix, d'autre choix que de faire de hautes études. On ne me laissait pas le choix, en fait. Mais dans le même temps, ces hautes études euh, m'ont complètement libérée. Donc, j'ai toujours utilisé, et c'est pour ça que je sais que dans chaque situation noire ou euh, complexe, il y a un moyen de la retourner. Voilà. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas eu le choix que de faire des hautes études? Alors, je n'avais pas, déjà, je n'avais pas le choix parce que euh, je vais, il y avait à la fois, enfin, pour mes deux parents qui étaient divorcés, j'avais une, comment le dire, sans trop en exposer non plus, mais il y avait une revanche à prendre sur la vie. Voilà. Euh, pour l'un comme pour l'autre. Euh, Même si ça ne m'a pas été explicitement dit, j'avais quand même été programmée pour ça. Mon grand-père paternel avait dit, je vais avoir 6-7 ans, cette petite, elle fera normal sup. Donc, vous voyez, la programmation, je l'avais. Euh, et il y avait une revanche à prendre, différente, qui ne m'a pas forcément été transmise en me disant, tu dois faire ci, tu dois faire ça, m- mais que je vivais comme étant une obligation de réparation. C'était inconscient, presque. C'était conscient. Je le savais. Pour différentes raisons, je le savais. Euh, et puis, il y avait une nécessité pour moi d'être autonome financièrement. Donc, pas tellement le choix euh, que, que de, que d'avoir ce concours, hein. Donc, il fallait que je l'aie, puisque après, bah, vous êtes rémunéré, puis voilà, vous pouvez partir chez vous. Mais je vivais comme une nécessité de réparation de leur souffrance. Voilà. Et, et ça a été à un tel point que même, euh, pendant de longues années, je n'ai pas eu la sensation que c'était moi qui avais eu ce concours. C'était un petit peu d'autres personnes à travers moi. C'était une Et projection. Vous étiez chargé d'une mission, en fait, et vous avez eu ce concours à la place de vos parents. oui, oui, euh, oui. Mon père a un petit peu expliqué, a fini par expliquer les tragédies qu'il avait traversées dans un livre qui s'appelle La paresse et la gloire. Et il a mis beaucoup de temps, mais qui effectivement l'avait complètement condamné à, à ne pas faire d'études. Alors après, moi, j'ai trouvé mon compte, hein. J'ai travaillé très jeune en même temps pour me payer mes études, etc. J'ai trouvé mon compte, hein, dans les très hautes études puisque j'avais besoin d'approfondir euh, et de chercher à la racine des mots, en fait, dans tous les sens du terme. Alors, ces auteurs, ce sont des compagnons de route fabuleux. Ce qui est un petit peu magique pour moi aujourd'hui, c'est j'ai donc d'abord rencontré la littérature, ensuite la philosophie politique et morale et le latin grec, puisque j'ai intégré en option lettres classiques qui était à l'époque extrêmement difficile. On devait être bilingue, hein, en latin et grec. Et donc et puis après, euh, voilà, j'ai un petit peu hésité ce que j'allais faire. J'ai passé le CAPES classique et puis après, j'ai démissionné. J'avais plus envie de partir sur la philosophie et la psychopathologie. Et après, ce qui s'est passé, euh, c'est que j'ai eu ce petit divorce avec la philosophie en disant, mais enfin, ils parlent de tout, mais ils n'ont jamais rien expérimenté. Finalement, ils sont jamais sortis des bancs de l'école. Donc, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Et donc là, j'ai vraiment, vraiment bifurqué donc, sur le doctorat en psychopathologie et ensuite, de la même façon, j'ai vu
assez rapidement, au point que je n'ai pas du tout candidaté, que l'institution universitaire et moi, ça n'allait pas fonctionner. Donc, ça fonctionnait en tant que chargée de cours de l'extérieur, qu'est-ce que j'ai été pendant une dizaine d'années, pour aller faire voilà, des TD, des cours magistraux, très bien, très bien. Mais en tant que rouage interne, ça n'allait pas du tout fonctionner. Ça ne fonctionne jamais, de toute façon, en tant que rouage interne. Donc, ça, j'en ai eu conscience assez vite. Et puis, je suis allée me frotter au réel. Et ce qui est assez magique aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression de faire le chemin inverse. C'est-à-dire que euh, je suis, euh, j'ai l'impression d'être allée au bout de ce que je pouvais transmettre de ma compréhension de toutes ces années voilà, d'investigation, d'études, de recherche que je fais pour les gens, pour qu'ils deviennent euh, plus libres de la compréhension des mécanismes. Et c'est pour ça que la vulgarisation est extrêmement importante pour moi. Je ne m'adresse pas qu'à des professionnels. Je m'adresse C'est très important parce que j'ai pour deuxième prénom Louise, pour Louise Michel. Hein, donc l'émancipation des peuples, c'est quelque chose aussi d'assez engrammé. J'avais ma question aussi, pourquoi Ariane, hein, ça, c'est la question que j'ai mise de côté. Parce que vous nous avez un petit peu intrigué. Pourquoi Ariane? Euh, la réponse a été pour que tu me sortes de mon labyrinthe, la réponse de mon père. Ah, au résultat, je ne l'ai pas sorti de son labyrinthe, il l'a fait tout seul, mais, euh, mais je, je suis moi sortie d'un labyrinthe et je veux absolument, c'est important de communiquer, transmettre les outils que j'ai compris, que j'ai extraits, que j'ai vraiment dans le détail en fait, pour que euh, les esprits puissent reconquérir leur liberté. Ça me paraît extrêmement important et c'est pour ça que j'accorde un soin tout particulier à la vulgarisation. C'est très difficile, hein. Il y a beaucoup de fois, je me demande comment je vais présenter ça, sans perdre, parce que la vulgarisation, on peut vulgariser, mais sans perdre l'essence de la complexité. Dénaturer le propos, en fait. Voilà, sans dénaturer, exactement. Mais c'est vraiment euh, un exercice dans lequel je me régale, la vulgarisation. Et après, eh bien, finalement, j'utilisais donc énormément la psychopathologie du harcèlement, et puis l'arrivée de tout ce que nous avons souffert au niveau mondial depuis 2020 dans ce, ce, ce rapt des populations, euh, eh bien, ça m'a automatiquement, j'ai dû replonger dans la philosophie politique que je connaissais très très bien. Mais j'ai dû replonger, ça faisait des années que je n'avais pas plongé dedans, pour la retrouver, pour retrouver des textes que je lisais il y a des années, que j'avais annotés. Enfin, voilà, donc tout ça. Et puis, de plus en plus, eh bien, je me remets au latin et au grec, parce que je considère et je constate aujourd'hui que le totalitarisme, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime toutes nos racines, il crée l'homme nouveau, il nous supprime les accès. Et je constate que bah, le CAPES de l'aide classique que j'ai passé n'existe plus, qu'on est dans une suppression progressive des professeurs et dans un meurtre silencieux des langues anciennes. Vous disiez d'ailleurs, le concours à l'époque où je l'ai passé était particulièrement difficile. Le niveau a baissé depuis, vous diriez. Alors, je parlais de normal sup, je ne sais pas. Là où enfin, aujourd'hui, le CAPES pour moi a été très facile parce que sortant de normal sup pour passer le CAPES, je n'avais pas bossé. C'est facile, quoi. Mais le CAPES a été supprimé. C'est remplacé par des certificats. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne va jamais au fond du sujet, donc on ne le maîtrise pas. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on ne le transmettra jamais dans ce qu'il a de fondamental, ce qu'il a de précieux. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, il y a un meurtre silencieux des langues anciennes, latin et grec, pour la simple raison que nous le voyons, il y a une déconstruction progressive de la grammaire qui est à l'œuvre, des néologismes, etc. On a toutes les idéologies qui veulent réécrire la langue.
Et pour cela, il ne faut plus que nous ayons accès à ce qui nous structure la pensée. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert euh, les cours de latin et donc je suis beaucoup plus en train de me réfléchir. Voilà, c'est assez drôle pour moi ce fil qui s'est déroulé et qui revient maintenant à une sorte de point de départ. C'est assez étonnant finalement. Il y a pas eu de sentier où je me suis complètement écartée en disant bah voilà maintenant je vais finir en psychologie, etc. Voilà, il y a quelque chose que j'observe. D'ailleurs, ce que vous dites, ça rejoint finalement des études qui sont pas passées dans la une des médias, mais qui concluraient à l'affaissement des quotients intellectuels en Occident. Oui, Donc, l'appauvrissement du langage égale appauvrissement, enfin rétrécissement du cerveau, finalement. oui. Alors, je pense qu'il y a, si on me demande mon opinion, euh, je vais donner beaucoup de facteurs complexes. Je pense qu'il y a les conditions environnementales de vie. L'alimentation fait partie. L'alimentation appauvrie, tout simplement, ne donne pas les nutriments dont les enfants ont besoin. Or, aujourd'hui, les enfants sont très pris dans une alimentation assez industrielle. Et quand bien même on fabrique des fruits et légumes bio, tout dépend de la terre dans laquelle ils ont poussé. Euh, j'ai- j'ai- J'exerce aussi de l'agriculture par ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire que vous avez des terres plus ou moins riches en nutriments. Donc, il ne suffit pas qu'il n'y ait pas eu des pesticides. Ce que vous mangez, c'est aussi une génétique. C'est un fruit ou un légume qui a une génétique, qui a une histoire, qui a une mémoire et qui a absorbé ou pas des nutriments. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne va pas divulguer, mais je pense trop, mais c'est très important et la qualité de l'eau, la qualité de l'air qu'on respire, les perturbateurs endocriniens, tout ce contexte environnemental de pollution généralisée, à mon avis, sans être spécialiste, mais c'est une opinion, je l'ai dit, là, purement personnelle, a effectivement des conséquences sur le développement du cerveau des enfants. Je vais maintenant donner un avis professionnel. Donc, euh, en rajoutant que les écrans ont des conséquences extrêmement néfastes sur le développement de la vie psychique et cérébrale des enfants parce que, ils les mettent dans des conditions de passivité euh, alors que le cerveau doit être en activité permanente de développement et en particulier d'ennui pour l'enfant. Il doit s'ennuyer pour trouver sa créativité. Donc, euh, ça- c'est- dit brièvement, les écrans sont la malédiction de l'enfance aujourd'hui. Et peu importe le contenu, c'est le temps passé devant les écrans. Alors évidemment, c'est pire si c'est un contenu en plus tout à fait délétère, mais euh, on ne prend pas du tout la mesure de ce fléau de santé publique. Ensuite, on va rajouter le peu d'exigence envers les enfants et le peu d'autorité. C'est-à-dire qu'on est très autoritaire envers eux ou très laxiste. On a été très autoritaire au niveau des mesures prises dans la pandémie, etc. Très peu empathique. Ou alors, et où on est très laxiste sur des comportements violents, des manifestations pulsionnelles qui n'ont rien à faire à cet endroit, un manque de discipline, etc. Donc, on est en train de créer le terreau de l'impossibilité de l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, pour pouvoir apprendre, là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kant, réflexion sur l'éducation, il faut avoir acquis la discipline. Si on n'a pas acquis une discipline, on ne peut pas euh, apprendre quoi que ce soit. Or, est-ce que les enfants aujourd'hui sont disciplinés? Non. Ils sont très agités pour beaucoup de raisons. Ils sont agités par l'angoisse de la société dans laquelle ils vivent, avec des adultes qui leur transmettent énormément de problématiques qui ne sont pas les leurs.
et qui sont traumatiques pour eux. Donc, ils sont angoissés, agités. Donc, avec ça, vous ne faites pas une discipline, vous faites une discipline avec un enfant qui est calme et serein. Euh, Ils sont perturbés par les écrans, par des adultes qui sont en souffrance. Il n'y a plus aucune éducation où on nous parle tout le temps du désir de l'enfant, du désir de l'enfant. Mais l'enfant, il ne désire qu'une seule chose, c'est de devenir grand. Donc, on lui donne les outils pour devenir grand. Et quand on est grand, on maîtrise ses pulsions et on a acquis une certaine discipline. Et tout ça nage dans la confusion. Donc là aussi, je renvoie, parce que j'ai travaillé sur psychopathologie de l'autorité, mon livre, donc, hein, c'est à mettre en relation avec le totalitarisme parce que le pouvoir qui a une autorité ne sera jamais totalitaire. Un pouvoir autoritaire, si, peut devenir totalitaire. Et ce n'est pas la même chose. Donc, il faut bien comprendre tout ça. Donc, aujourd'hui, on confond tout. On confond les règles avec des privations de liberté. Mais quand il y a des privations de liberté, ça ne dérange plus personne. Enfin, donc, C'est je une pense que confusion volontairement entretenue, une confusion nourrie le, à dessein. l'abrutissement généralisé de la population euh, est intentionnel. Oui, est intentionnel. Des enseignants nous ont avertis il y a des décennies. Il y a une déstructuration de l'enseignement. Mais tout ceci nous renvoie à ce que disait Condorcet hein, également sur les nécessités de l'instruction publique pour pouvoir avoir des régimes politiques qui soient des régimes où les libertés prévalent. Parce que si vous n'avez plus aucun individu capable de comprendre l'importance de préserver les droits fondamentaux et que des individus complètement abrutis par la consommation ou par les écrans et qui n'ont plus aucune aspiration à une quelconque forme de liberté, si l'instruction publique est là, en tout cas, l'instruction publique est là pour remplir cette fonction. Or, aujourd'hui, tout est fait pour transformer le citoyen en un être soumis à des pulsions que le pouvoir contrôlera. Activation de la colère, ping, activation de l'énergie guerrière, ping, etc. Parce que activation de l'empathie, parce que les gens ne savent plus réfléchir, donc ils vont se faire manipuler à la premier truc larmoyant venu. On appuie dessus. Si on n'a pas développé la rationalité qui passe par le langage, qui passe par la maîtrise d'un très important vocabulaire pour pouvoir décrire nos états d'âme, décrire dans la nuance nos pensées. Si on n'a plus de vocabulaire, on n'a plus de nuance. Donc, encore une fois, tout ceci va servir les clivages de camps, à gauche, à droite, et on ne se rencontre plus. Et diviser pour mieux régner, c'est l'adage du pouvoir qui cherche à se maintenir dans un pouvoir abusif. Quel remède à ça, collectivement, je veux dire, hein? Je n'ai jamais de remède collectif. Individuel alors. Le remède collectif euh, provient de la somme des individus qui se sont redressés. Voilà. Euh, je, 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 c'est tellement complexe que nous traversons. C'est tellement complexe qu'il n'y a pas une solution simple à une situation aussi complexe. Pourquoi je dis qu'elle est complexe? Parce que pour beaucoup, il serait très tentant de dire, ou il y a les très méchants en haut, et puis nous, les très gentils. Alors, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, Certes, et je suis la première à le dire, il y a des individus criminels et il ne faut pas les décriminaliser. Il est très important. D'ailleurs, je le rappelle, et c'est important, c'est pour ça que ma pensée, elle doit être approfondie parce que elle est souvent mal comprise parce que des gens prennent trois phrases dans une vidéo et ils pensent avoir compris une pensée. Quand je parle de folie collective, je ne suis pas en train d'exonérer de responsabilité pénale des décideurs.
puisque dès 2010, je parlais de la nécessité de pénaliser l'intention de nuire dans la paranoïa. Donc, il faut comprendre une pensée. C'est très important parce qu'il y en a beaucoup, par contre, qui vont utiliser cette idée de ah bah oui, finalement, c'est une maladie collective, donc personne n'est responsable. Je n'ai jamais dit ça. Absolument. D'ailleurs, dans votre livre, il y a tout un paragraphe ou un chapitre sur la complexe répartition des responsabilités Absolument. dans un État totalitaire. Et ce n'est ni tout noir ni tout blanc. C'est extrêmement Et complexe. c'est extrêmement complexe. Et je rejoins Dostoïevski, qui est innocent, hein. On va se poser la question de qui, finalement, qui n'a jamais péché, hein. Et en fait, personne. Donc, les inquisiteurs qui viennent aussi, donc autant je suis pour, effectivement, trouver les responsabilités pénales des criminels intentionnels de toute cette affaire, et je dénoue, hein, effectivement, différents types de responsabilités dans mon livre après avoir longuement réfléchi, autant je suis en désaccord complet avec les inquisiteurs qui dont pour certains vont revendiquer de façon extrêmement violente une justice, alors que, bon, quand on connaît leur pédigré, on peut se poser quelques questions. Et de la même manière que je suis en désaccord avec ceux qui vont dire il faut qu'on fasse la paix avec l'ennemi, il faut dialoguer avec l'ennemi, etc. Non, on ne va pas dialoguer avec des criminels de guerre. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, et qui ont commis des dégâts impossibles sur la population. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Donc, mon, pour finir, pour conclure, en tout cas, le chemin que je propose, parce que j'ai presque, je n'ai pas de conseils à donner aux gens. Simplement, ce que je propose, parce que ça fait partie de qui je suis, c'est de retrouver sa liberté de penser, sa liberté intellectuelle, et pour ceci, euh, récupérer les outils, la connaissance, aller dans les livres, aller lire le plus possible. Et vu le travail de destruction massive qui est à l'œuvre aujourd'hui sur nos racines, attention aussi à ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Il n'y a pas que la lutte visible pour la sauvegarde de nos libertés, il y a aussi la conservation de la transmission et du savoir qui est détruit de façon invisible. Voilà, Et comme disait Rousseau, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. tout à fait. Et en Amérique du Sud, comment ça va? C'est complexe partout ailleurs. C'est un petit peu différent, mais c'est complexe. Parce que le rapport à la liberté n'est pas le même. Je crois que vous aviez dit à l'époque que la population avait compris beaucoup plus massivement l'arnaque. Oui, oui, mais ça encore, l'expérience est irremplaçable. L'expérience est irremplaçable. Et cette population avait une expérience que nous n'avions pas. Cette population, en tout cas colombienne, a une grande expérience, oui.